Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans. Je travaillais, comme technicien de maintenance pour l'Institut météorologique national. Mon métier consiste à monter dans les stations d'altitude pour vérifier les équipements avant l'hiver. C'est un travail que j'ai fait des dizaines de fois. Je connais la montagne, je sais ce que c'est que le froid, la solitude, les caprices du temps. Mais en novembre 2019, j'ai commis une erreur. Une seule. Et cette erreur m'a coûté 3 doigts, une partie de mon pied gauche et quelque chose d'autre que je ne sais pas encore nommer. La station SA47 se trouve à 2840 mètres d'altitude, dans les Alpes, près de la frontière italienne. C'est une structure métallique grise, posée sur un plateau rocheux balayé par les vents. On y accède par un sentier étroit qui serpente à travers les éboulis. L'endroit est désert 9 mois par an. Personne n'y monte en hiver, sauf pour les vérifications d'urgence. Ce jour-là, un capteur de pression avait cessé d'émettre. Mon chef m'a appelé un mercredi matin. Il fallait monter avant que la neige ne rende l'accès impossible. J'ai dit oui. J'ai pris mon sac, mes outils, et je suis parti. Il faisait moins 12 degrés à la base. Le ciel était clair. Les prévisions annonçaient une dégradation pour le week-end. 3 jours devant moi, largement suffisant. Je suis monté en fin de matinée. La progression était facile. Pas de vent, pas de nuages. À 14h30, j'étais à la station. J'ai ouvert la porte métallique avec ma clé, et je suis entré. L'intérieur sentait le renfermé, le métal froid, la poussière. 2 pièces exiguës, un bureau avec les instruments, une réserve avec un vieux lit de camp et quelques outils. J'ai allumé le générateur pour avoir un peu de lumière et vérifier les systèmes. Tout fonctionnait, sauf le capteur de pression. Il fallait le remplacer. 1 heure de travail, peut-être 2. Mais pendant que je travaillais, le vent s'est levé. Pas beaucoup, juste assez pour que je le remarque. J'ai jeté un œil par la fenêtre. Le ciel avait changé. Des nuages arrivaient de l'ouest, bas, rapides, sombres. J'ai consulté mon téléphone. Pas de réseau. J'ai allumé la radio météo. La voix métallique a grésillé. Alerte orange. Tempête de neige imminente. Front froid en avance de 48 heures. Risque de blizzard. Visibilité nulle. Je me souviens d'avoir pensé. Merde. Puis, je redescends maintenant. Il était 16h15 quand j'ai fermé mon sac. Dehors, les premiers flocons tombaient. Gros, lents, silencieux. J'ai marché vite, sans courir. Le sentier était encore visible. Mais au bout de 20 minutes, la neige s'était épaissie. Le vent hurlait maintenant. Je ne voyais plus à 10 mètres. J'ai continué. Puis j'ai glissé. Mon pied a dérapé sur une plaque de glace invisible. Je suis tombé sur le côté, violemment. Ma cheville a craqué. Pas cassée, je crois, mais foulée. La douleur était immédiate, aiguë. Je me suis relevé. J'ai essayé de marcher. Chaque pas me faisait grimacer. Devant moi, le sentier avait disparu. Tout était blanc, uniforme. Le vent me poussait. Je ne savais plus où j'étais. Je suis remonté à la station. C'était la seule chose sensée à faire. Descendre dans ces conditions, avec une cheville blessée et sans visibilité, c'était mourir. Je le savais. Alors je suis remonté, lentement, en m'appuyant contre le vent. La station est apparue comme une ombre grise dans la tempête. J'ai poussé la porte et je me suis effondré à l'intérieur. Il était 17h40. La nuit tombait déjà. La première nuit, je n'ai pas vraiment dormi. J'ai écouté le vent. Il tapait contre les parois métalliques avec une régularité violente. Par moments, la station entière tremblait. J'avais allumé le générateur pour avoir un peu de chaleur, mais il consommait du carburant rapidement. J'ai dû le couper après 2 heures. Le froid est revenu. Un froid sec, pénétrant. Je me suis enroulé dans mon sac de couchage avec toutes mes couches de vêtements. Ma cheville pulsait. Je l'ai bandée avec du tissu déchiré. Puis j'ai fait l'inventaire. Dans mon sac, 2 barres énergétiques, un thermos de café froid, une lampe frontale, des piles de rechange, un couteau, une corde, un briquet, mes outils. Dans la réserve de la station, 3 boîtes de conserve, raviolis, maïs, thon, un vieux paquet de biscottes, du sel, un bidon d'eau vide. Le générateur avait encore du carburant pour une 20aine d'heures, peut-être 30 si je l'utilisais par courte séquence. Pas de couverture supplémentaire, pas de réchaud portable, pas de téléphone satellite. La radio ne captait que la météo nationale, aucun canal de secours ne répondait. J'ai calculé. Si la tempête durait 2 jours, je pouvais tenir. 3 jours, ça devenait difficile. Plus que ça, j'allais devoir rationner sévèrement. Mais je me disais que quelqu'un finirait par s'inquiéter. Mon chef savait où j'étais. Ils enverraient des secours dès que le temps le permettrait. Il suffisait d'attendre, de rester calme, de ne pas paniquer. Le 2e jour, la tempête s'est intensifiée. Le thermomètre extérieur affichait moins 34 degrés. À l'intérieur, malgré l'isolation sommaire, il faisait environ moins 8 degrés. Je sentais le froid monter du sol métallique. Mes doigts étaient engourdis. J'ai mangé la moitié d'une boîte de raviolis, froide. Le goût était horrible, mais j'avais besoin de calories. J'ai bu de l'eau que j'avais fait fondre de la neige avec le générateur. Puis j'ai éteint la machine. Économie. Pour ne pas sombrer, j'ai commencé à écrire. Il y avait un vieux cahier dans le bureau, abandonné par un technicien précédent. Les premières pages contenaient des notes sur les relevés atmosphériques, des calculs, des croquis. J'ai pris un stylo et j'ai écrit. D'abord des choses simples. La date, l'heure, la température. Puis des pensées, des souvenirs. Ma fille.
Elle avait 7 ans. Elle aimait les dessins animés et les crêpes du dimanche. Je me suis demandé si elle pensait à moi, si elle savait que j'étais coincé là-haut. J'ai écrit son prénom, puis j'ai fermé le cahier. Le 3e jour, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. La tempête ne faiblissait pas. Le vent avait redoublé. La neige s'accumulait contre la porte. J'ai dû la forcer pour sortir et dégager l'entrée. Dehors, c'était l'enfer blanc. Impossible de voir à 2 mètres. Le froid m'a mordu le visage instantanément. J'ai rentré de la neige dans un seau métallique et je suis retourné à l'intérieur. Le thermomètre marquait moins 41 degrés Celsius. Je n'avais jamais vu ça. J'ai mangé une demi-boîte de maïs et quelques biscottes. Mes réserves diminuaient. Mon estomac criait. Ma cheville allait un peu mieux, mais je marchais encore en boitant. Le froid devenait insupportable. J'ai remis le générateur en marche pendant 1 heure, juste pour me réchauffer un peu. Mes mains tremblaient. Pas seulement de froid, de peur aussi. Une peur sourde, diffuse. Celle de réaliser que personne ne viendrait tant que la tempête durerait, et que je ne savais pas combien de temps elle durerait. Au 5e jour, il ne restait plus rien à manger. J'avais fini la dernière boîte de thon le matin. Les biscottes étaient partis depuis la veille. Mon corps criait. Mon ventre se tordait. J'ai bu de l'eau, beaucoup d'eau, pour tromper la faim. Ça ne marchait pas vraiment, mais c'était tout ce que j'avais. La température extérieure était descendue à moins 52 degrés Celsius. C'était incompréhensible, même pour cette altitude, même en plein hiver. J'ai vérifié 3 fois. Le capteur fonctionnait correctement. Moins 52 degrés Celsius. À l'intérieur, malgré mes efforts, il faisait moins 12 degrés Celsius. Je ne sentais plus mes pieds. Mes mains étaient rouges, gonflées. J'ai essayé de les réchauffer contre mon corps, mais ça ne suffisait pas. J'ai dormi par intervalles courts, 20 minutes, 1 heure, jamais plus, parce que chaque fois que je fermais les yeux trop longtemps, j'avais peur de ne pas me réveiller. C'est cette nuit-là que j'ai entendu les voix. Des murmures d'abord, indistincts, puis des mots, mon prénom, Marc, répétés plusieurs fois. Je me suis redressé, j'ai allumé ma lampe. Personne, évidemment. J'ai compris que c'était mon cerveau, le manque de sommeil, la faim, le froid, le stress. Je savais que c'était une hallucination, mais ça faisait quand même peur, parce que ça semblait réel, tellement réel. Le 6e jour, j'ai arrêté d'écrire dans le cahier. Je n'avais plus la force, ni l'envie. À quoi bon? Mes doigts ne répondaient presque plus. Ma tête tournait. J'ai passé la journée allongée, recroquevillé dans mon sac de couchage, à fixer le plafond métallique. J'ai pensé à ma fille, à mon ex-femme, à mes collègues. Je me suis demandé s'ils me cherchaient, s'ils savaient que j'étais encore vivant. Je me suis demandé combien de temps un homme pouvait tenir sans manger. 1 semaine? 2? Je ne savais pas. Le soir du 7e jour, quelque chose a changé. Le vent s'est calmé. Pas complètement, mais assez pour que je le remarque. J'ai ouvert la porte. Dehors, la neige tombait encore, mais plus doucement. Le ciel était moins opaque. J'ai senti un frisson d'espoir. Peut-être que la tempête se terminait, peut-être que je pourrais bientôt sortir. J'ai vérifié le thermomètre. Moins 58 degrés Celsius. Mon espoir s'est éteint. Même si la tempête s'arrêtait, je ne pourrais pas descendre avec un froid pareil. Pas dans mon état, pas sans équipement adapté, pas seul. Le 8e jour, la tempête s'est arrêtée. Complètement. Le silence était assourdissant. Après 7 jours de hurlements ininterrompus, le silence pesait comme une présence. J'ai ouvert la porte. Le soleil brillait. Le ciel était d'un bleu violent, irréel. La neige recouvrait tout. Des congères hautes de 2 mètres bloquaient certains passages. Le paysage était méconnaissable, magnifique et terrifiant. J'ai regardé le thermomètre. Moins 62 degrés Celsius. Le plus froid que j'ai jamais vu. Le plus froid jamais enregistré sur cette station. J'ai dû décider. Attendre encore, dans l'espoir qu'une équipe de secours monte malgré le froid extrême, ou descendre maintenant, seul, affaibli, avec une cheville encore fragile et des membres engourdis par le froid et la faim. Attendre signifiait mourir lentement. Je n'avais plus de nourriture. Mon corps brûlait ses dernières réserves. Encore 2 ou 3 jours et je serais trop faible pour bouger. Descendre signifiait risquer l'hypothermie, l'épuisement, une chute mortelle. Mais c'était une chance, une petite chance. J'ai choisi de descendre. Je ne sais pas si c'était la bonne décision. Je ne le saurai jamais. Mais c'est celle que j'ai prise. J'ai rassemblé mes affaires. J'ai enfilé toutes mes couches. J'ai pris le cahier et j'ai écrit une dernière note. Juste quelques lignes. Mon nom, la date, ce qui s'était passé. Pour qu'on sache si je ne revenais pas. Puis j'ai posé le cahier sur le bureau. J'ai fermé la porte derrière moi. Et j'ai commencé à marcher. Les premières heures ont été supportables. Le soleil brillait. Pas de vent. Le froid était mordant, mais je bougeais. Et ça générait un peu de chaleur. J'ai suivi le sentier que je devinais sous la neige. Ma cheville me faisait mal, mais je serrais les dents. Je m'arrêtais toutes les 15 minutes pour reprendre mon souffle. Mon corps tremblait. Pas de froid. D'épuisement. Je n'avais plus rien dans le ventre. Chaque pas demandait un effort surhumain. Puis je suis tombé. Une première fois. Mon pied a glissé sur une plaque gelée. Je me suis rattrapé avec mes mains. La douleur a fusé dans mes paumes. Je me suis relevé. J'ai continué. 20 minutes plus tard, je suis tombé à nouveau. Cette fois, je suis resté au sol un long moment. J'ai regardé le ciel. J'ai pensé que ce serait facile de rester là, de fermer les yeux, de laisser le froid m'emporter. Mais je me suis relevé. Je ne sais pas pourquoi. L'instant peut-être. Ou l'image de ma fille.
ou la colère. Je me suis relevé et j'ai continué. Je ne sentais plus mes mains, ni mes pieds. Je savais ce que ça voulait dire. Je lure. Profonde, peut-être irréversible, mais je ne pouvais rien y faire. Je marchais, un pas, puis un autre, puis un autre. Le soleil a commencé à baisser. La lumière est devenue dorée, puis orange, puis rouge. J'ai paniqué. Si la nuit tombait avant que j'atteigne la route, j'étais mort. Je n'avais plus la force de monter une tente, plus de quoi faire du feu. Rien. Je devais continuer. Alors j'ai accéléré, autant que mon corps le permettait. À 17h30, j'ai vu la route. Une ligne sombre à travers la neige. J'ai pleuré, je crois. Ou peut-être que c'était juste mes yeux qui gelaient. Je ne sais plus. J'ai atteint la route. Mes jambes ont cédé. Je suis tombé à genoux, puis sur le côté. J'ai entendu un moteur, des phares, un camion de déneigement. Il s'est arrêté. Une portière a claqué. Des voix, des mains sur moi. Quelqu'un a crié. Il est vivant. Puis plus rien. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. On m'a dit que j'avais eu de la chance, que 10 minutes de plus et c'était fini. Qu'ils avaient dû m'amputer 3 doigts de la main gauche. L'index, le majeur, l'annulaire. Et une partie de mon pied gauche. 2 orteils et un morceau du métatarse. Gelure de 4e degré. Tissu nécrosé. Impossible de sauver. Je suis resté 6 semaines à l'hôpital, puis 2 mois en rééducation. Apprendre à marcher différemment. Apprendre à écrire avec une main mutilée. Apprendre à accepter. Ma fille est venue me voir. Elle m'a demandé si j'avais eu peur. J'ai dit oui. Elle m'a demandé si j'allais remonter un jour. J'ai dit non. Je ne travaille plus pour l'Institut. Ils m'ont proposé un poste administratif. J'ai refusé. Je ne supportais plus l'idée de rester enfermé dans un bureau. Alors j'ai changé de métier. Je répare des vélos maintenant. C'est calme, simple. Je vis dans une petite ville, en plaine, loin des montagnes. Mais il y a des choses que je n'ai pas récupérées. Je ne supporte plus le silence. Jamais. Il me faut du bruit. La radio, la télévision, n'importe quoi. Le silence me ramène là-haut, dans cette station, seul, avec le vent et le froid. Je ne dors plus bien non plus. Je me réveille la nuit, en sueur, persuadé que je suis encore coincé, que la tempête continue, que personne ne vient. Le cahier que j'ai laissé à la station n'a jamais été retrouvé. Une équipe est montée au printemps. Ils ont ouvert la porte. Ils ont trouvé mes affaires, mes outils, mais pas le cahier. Peut-être qu'il a été emporté par le vent. Peut-être qu'un animal l'a déchiré. Peut-être qu'il est encore là-haut, quelque part, sous la neige. Je pense encore à cette décision. Descendre ou attendre. Je me demande ce qui se serait passé si j'étais resté. Si quelqu'un serait venu. Si j'aurais survécu. Je ne le saurais jamais. Tout ce que je sais, c'est que je suis revenu. Mais pas entier. Pas vraiment. Une partie de moi est restée là-haut, dans le froid, dans le silence. Et je ne la récupérerai jamais.